Coucou les abeilloux et les abeillouses, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des abeilles de Jeanne. Alors aujourd'hui nous sommes dans un rucher qui est exclusivement peuplé de Jeannettes. Donc on va en ouvrir quelques-unes ensemble. J'avoue que ça fait plus d'un mois que je suis pas venu dans ce rucher. Donc on va pouvoir faire un peu le bilan, voir un peu s'il y a de la réserve, si tout ça est en bon état, on va dire, pour pouvoir être hiverné. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais ici forte prédation de frelons, donc bon bah je piège comme beaucoup de gens, et puis de temps en temps je joue de la raquette. Il n'y a pas 36 000 solutions. Pour l'instant rien n'a été créé pour nous, et puis j'ose dire qu'on doit pas. Nous sommes une minorité, nous les apiculteurs dans le monde agricole, et que je pense qu'on n'est pas forcément une priorité pour l'État et pour s'occuper un peu de nos frelons asiatiques. Mais bon, c'est comme ça. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Alors, donc, je voulais commencer d'abord par vous reparler de la vidéo de la semaine dernière. Tout d'abord, je m'excuse encore pour les bruits de vent. C'est vrai qu'il n'est pas facile toujours d'arriver à atténuer les effets du vent au montage. Bon, toujours est-il que c'est assez compliqué pour moi. Je voulais revenir sur quelques questions que l'on m'a posées. Le fait du nourrissement et du sirop, ça a suscité chez beaucoup pas mal d'interrogations et même des avis, j'ai envie de dire, un peu très tranchés, trop tranchés. À mon goût en tout cas. Et donc j'ai par exemple un monsieur qui m'a dit « Oh mais de toute façon, faire son sirop soi-même, en gros, ça sert à rien parce que moi, le sirop qu'on fait nous-mêmes, au bout de 4 à 5 jours dans les nourrisseurs, il fermente, il moisit, ça devient de l'alcool, il fait de l'alcool, et après, ça attire encore plus les frelons asiatiques. » Bon, déjà, alors, il y a un problème dans l'énoncé, c'est qu'un sirop qui est correctement fait et qui a suffisamment de volume de sucre dedans, dans sa composition, ne moisit pas comme ça. Déjà, pour commencer. Ensuite, quand on me dit qu'au bout de 4 à 5 jours, le sirop commence à fermenter dans les nourrisseurs, il y a un autre problème à l'énoncer. Ça veut dire que le sirop, peut-être n'étant pas assez sucré, déjà fermente, peut-être n'étant pas assez sucré, n'intéresse pas forcément les abeilles, ou alors la colonie n'est pas suffisamment forte pour pouvoir aller chercher ce sirop, ou malade, et tout simplement, ou alors tout simplement, il fait trop frais. Si vous mettez du sirop quand il fait 5 degrés, il est évident qu'elles ne vont pas le prendre. Il faut vraiment que ça chauffe en journée, qu'il y ait au moins 20 degrés sur le toit des ruches, pour qu'elles puissent aller le chercher. Donc déjà, ça fait pas mal de conditions qui font que le sirop reste dans le nourrisseur de ce monsieur. Maintenant, si vous faites un sirop, moi personnellement, je ne fais pas de sirop à 50-50, je fais du sirop dit lourd, c'est-à-dire du 70-30. Et je peux vous dire que ce sirop-là conserve. J'en ai même en jerrycan qui va bientôt avoir 1 an et il n'a pas bougé du tout. Donc je pense qu'il y a surtout un problème dans la concentration de sucre du sirop qui fermente. Alors moi, le 70-30, pourquoi? Déjà parce que je bricole pas, après je ne rallonge pas le sirop, comment dire, je ne mets pas de sirop au printemps pour stimuler, ni quoi que ce soit. Moi, je mets du sirop lourd quand il y a besoin, quand une colonie risque d'avoir faim ou n'a pas assez de réserve pour être hivernée. Donc là, dans ce cas-là, je mets du sirop lourd. On m'a demandé les recettes du sirop, bah, rien de compliqué. Si on part du sirop lourd, pour moi, c'est du 70-30, c'est-à-dire 7 kg de sucre pour 3 kg, soit 3 kg d'eau, ce qui va vous donner 10 kg de produit fini. Voilà, c'est rien de compliqué. Voilà pour un 70-30. Et ensuite, j'y rajouterai, si on part d'un principe de 10 kg de produit fini, j'y rajouterai 20 centilitres de vinaigre de cidre afin de pouvoir améliorer la capacité des colonies à l'assimiler. Hein, on crée une espèce d'invertase en rajoutant du vinaigre dedans. Quand vous faites votre préparation, si on part toujours sur ces 10 kg de produits finis, 7 kg de sucre, j'insiste bien, 7 kg de sucre
et 3 kg, soit 3 litres d'eau. Si vous faites votre mélange en prenant un verre mesureur, prenez bien soin de vérifier le volume que prend 1 kg de sucre. Personnellement, j'ai vérifié. Donc 1 litre d'eau, 1 kg d'eau, ça pas de problème. Par contre, si vous travaillez avec un verre mesureur, 1 kg de sucre est équivalent à peu près à 1,6, le volume qu'on mettrait de 1,6 litre d'eau. Étant donné qu'il y a de l'air dedans, il va prendre beaucoup plus de place. Et donc si vous partez dans l'idée de je mets un verre d'eau, je mets un verre de sucre, vous allez vous retrouver avec un sirop qui va plutôt être composé de 30-40% de sucre plutôt que de 50% de sucre. Si on part d'un sirop 50-50. Voilà, donc prenez bien soin quand vous faites votre mélange de peser 1 kg de sucre, 1 kg d'eau pour un 50-50. Et bon, ben moi je pars toujours sur des quantités assez grandes, sur 10 kg de sucre produit fini en 70-30, en lourd, 7 kg de sucre pour 3 kg d'eau. Ensuite, on m'a demandé si je faisais aussi mon candy. Oui, je fais mon candy. Pas tout le temps, mais quand j'ai besoin de candy pour les petites cagettes à rennes ou autres, je fais mon candy. La recette n'est pas compliquée. 1,4 litre d'eau pour 10 kg de sucre. Donc on met ces 1,4 litre d'eau, on les met à frémir et là on va rajouter du sucre un peu à la fois, un peu à la fois, un peu à la fois. Alors si vous avez de petites quantités, ça va pour le mélanger à la main. Par contre, si vous avez des quantités un peu plus grandes, je vous conseille surtout d'utiliser un malaxeur ou au minimum quelque chose qu'on met sur une perceuse et qui permettra de mieux mélanger. Sinon, je peux vous assurer que ça fait les bras. Maintenant, personnellement, j'y rajoute un peu de miel dedans. Il n'y a pas de volume spécifique, mais pour l'appétence. C'est toujours intéressant de leur rajouter un petit peu de miel dans le candy. Donc en ce qui concerne le candy et le nourrissement, on va s'arrêter là et on va aller ouvrir des colonies. Et ensuite, après la visite des ruches, je vous reparlerai de mes décisions concernant la Jeannette, la Noire ou les deux. À tout de suite. Alors, on va les ouvrir ensemble. Je vous dis, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas ouvert ces colonies. Donc ça va pouvoir nous indiquer un peu sur l'état général. Alors, on va trouver ici. Bon, ça n'a pas l'air d'être énorme. Alors, à savoir que ce sont des essaims, ce sont des colonies qui ont été, qui ont eu des jeunes reines au mois de juin. Et là, je dirais que c'est plus ou moins pas faible, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gros. Bon, on a un premier cadre avec des réserves. Bon, c'est pas trop méchant étant donné la prédation frelon qu'on a. Alors ici, un autre cadre de réserve, ce qui n'est pas si mal. J'ai des frelons qui viennent chercher les abeilles le temps que je suis en train d'ouvrir les cadres. Les ruches, pardon. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a du couvain, un peu de couvain, du couvain aussi ici. On a un peu de miel ici. Bon, c'est un peu les caractéristiques que je recherche à la base sur la Jeannette, c'est que c'est quand même à la base une abeille noire. Hein, donc il y a quand même cette façon de faire et de mettre un peu de réserve même sur les cadres de ponte. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un autre cadre avec du couvain. On a de la ponte également. Une petite reine, assez courte je trouve. Petite reine Jeannette, sympa. Elle fait le boulot, donc c'est le principal. Mais bon, c'est pas
c'est pas folichon. On va dire que c'est une colonie qui fonctionne, mais qui est pas énorme dans le principe. Voilà. Et ici, donc, on a un cadre qui est quasi vide. Donc, vous voyez, ça, ce sont des essaims, ce sont des petits essaims qui ont été faits, je dirais même plutôt vers la mi-juin, fin juin. Et donc, c'est un peu faible. Et là, ça fait partie de... Ça, c'est une colonie dans laquelle je vais mettre un peu de sirop lourd pour pouvoir la compléter. Parce qu'il est évident que si on n'a pas une bonne mielée de lierre, elle risque de souffrir de famine. Donc c'est une colonie à laquelle je vais rajouter un peu de sirop. Voilà. Donc comme je vais rajouter un peu de sirop, je pose mon toit de façon pour pouvoir m'y retrouver. On va passer à la suivante. Alors, autre colonie, je vois que j'ai mis des pâtisses sur les toits de certaines colonies. Alors ça, je sais que ce sont les colonies qui ont eu vraiment les toutes dernières cellules royales. Ce sont vraiment les toutes dernières fécondées. Donc on est là fin juin, début juillet même. Alors, ici, donc à savoir que c'est une sœur, enfin peut-être pas une, si c'est une sœur, et les cellules ont été introduites au même moment pour cette toilette-ci. Donc on a quelque chose d'un peu plus chargé en abeilles. Alors, regardez tout de suite ce que ça donne. Allez les filles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a de la réserve. Pas beaucoup, mais de la réserve. Et bien je vois qu'elles sont en train de rentrer encore un peu de nectar frais. Donc j'espère que les lierres vont pouvoir nous apporter quelque chose, bien qu'ils soient encore un petit peu tôt ici chez nous en Dordogne. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors ici on a un début de couvain. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient le cadre hein, dans l'ensemble. Voilà, ça permet de travailler quand même à l'aise, on va dire. Alors, je fume un peu quand même, il y a du monde. Et elles sont quand même un peu nerveuses avec les frelons. Donc. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre traitement varroa. J'ai la reine. Et j'ai également un peu de ponte. De la ponte également. Ici, on a de la réserve. Alors, pas énorme. C'est pas énorme, je trouve. Mais il est vrai que les colonies n'ont pas pu... Ça va presque faire un mois qu'on a la prédation frelon et qu'elles ne sortent presque pas pour aller chercher à manger. Je pense que cette année, je vais être obligé de supplémenter un peu plus. Donc, ça commence fort. J'ouvre 2 colonies. Alors, c'est quand même des essais très tardifs. Mais les 2 premières colonies que j'ouvre sont 2 colonies que je vais devoir un peu supplémenter. Je passe à la 3e. Alors ici on a du monde. On a un peu de monde.
effectivement. Alors comme vous le voyez, je suis très peu habillé, mais bon, je fais ça parce que je connais mes abeilles, je sais que je peux le faire. Ne faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas sûr du calme de vos abeilles, hein. Voilà, c'est pas, je ne suis pas un exemple en termes d'équipement de protection. Donc pensez à vous habiller, c'est important. Alors ici, on a un premier cadre avec un peu de réserve, un peu plus de ce côté-ci. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a du pollen, mais par contre la reine ne pond pas à l'endroit où on a le traitement varroa. Ça c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, à savoir que le traitement varroa, je l'ai posé en tout début août, et donc je vais le retirer en tout début octobre. Alors ici on a du couvain, pas beaucoup de couvain mais c'est très bien, c'est ce que je demande à mes colonies, c'est bien ce que je demande, c'est d'avoir une ponte très ralentie à cette époxy, puisque c'est pas le tout de faire des abeilles, mais c'est qu'il faut les monter. Alors ici on a un cadre avec donc, je vais m'approcher un peu, avec donc, oups là, je vais me casser la figure, avec donc le couvain, le pollen et le miel. Donc ça c'est vraiment ce sont les qualités que je recherche chez la Jeannette. Et donc ici on a un cadre avec de la nourriture et peu de nourriture. Alors c'est typique de ce rucher ici. J'ai un autre rucher, enfin j'ai d'autres ruchers où les colonies sont blindées puisqu'il y a à manger tout le temps. Ici on est quand même dans un bois principalement de pin, et il est vrai qu'à cette époque-ci on a un gros trou de mielé en juillet-août, mais par contre si les lierres se mettent à donner, il y a énormément d'arbres qui sont entourés de lierres, et là d'un coup les colonies sont capables de se recharger, de reprendre facilement 5-6 kg sur leur semaine. Donc je suis assez, j'attends vraiment la dernière minute pour nourrir. Là je trouvais un peu léger, mais je pourrais encore attendre jusqu'à la fin du mois pour supplémenter finalement. Mais si par contre arrivé début octobre, je vois qu'elles n'ont pas pu constituer des réserves parce que le temps n'a pas été beau, parce que les lierres n'ont pas suffisamment donné, ou tout simplement parce que le frelon les empêche de sortir, dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à supplémenter. Mais j'évite toujours au maximum de mettre du sirop. Alors pas parce que je suis radine, mais tout simplement parce que je veux pas que mes colonies s'habituent à consommer du sirop toute l'année. Je pense que après ça, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui, après de génération en génération, va en faire des colonies de moins en moins économes et consommatrices. Le temps de déplacer la caméra et on va ouvrir quelques autres ruches. Alors petite chose intéressante ici, on a sur cette palette de 4 colonies, on a donc des colonies qui ont été, des essaims qui ont été constitués en fin juin, début juillet, donc des reines qui ont été fécondées aux environs du 10 juillet. Donc c'est pas vraiment, ce sont pas des vieilles colonies. Ici on a celle-ci qui, à quelques jours près, a reçu sa reine un mois plus tôt. Ça va nous permettre de faire la comparaison et de voir à quelle vitesse
les genettes avancent aussi bien au niveau population qu'au niveau de la constitution des réserves, tout ça. À savoir que ce sont des sœurs. Voilà, en gros à 1 mois d'intervalle, mais la souche est exactement la même, fécondée au même endroit, c'est-à-dire ici. Et donc, ça va nous permettre de vraiment voir l'état d'avancement des colonies, on va dire 1 mois avant, 1 mois après, mais aussi selon l'époque, c'est-à-dire selon le moment où on le constitue, et donc selon le moment, selon le type de réserve qu'elles ont à disposition à l'instant T. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça me paraît pas mal du tout ça. Voilà, à savoir que ce sont des colonies qui ont environ 2 mois, quoi. Hein, donc c'est pas non plus à l'échelle de l'apiculture. Et disons que si ces colonies avaient 2 mois, avaient été constituées au mois d'avril, il est évident qu'elles seraient beaucoup plus fortes que quand on les fait au mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a de la réserve. Et elles sont en train de rentrer du nectar frais. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais elles rentrent du nectar. J'espère que le lierre est en train de donner. Alors, et les frelons, toujours les frelons qui nous ennuient. Va plus loin, toi. Ah, je vois la reine déjà. Alors une belle reine Jeannette. On a un couvain qui est... On voit que ce sont ses premiers rayons de couvain quelque part. Enfin, ce ne sont pas ses premiers, mais on voit qu'il y a encore quelques trous. Parce que les cadres avaient été remplis avec du pollen et du nectar. Et donc elle remplit au fur et à mesure que les trous se dégagent. Voilà, une petite reine Jeannette sympa. Voilà, toujours le traitement. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a un peu de couvain, mais on a surtout... Alors elles ont rentré énormément de pollen, comme vous pouvez le voir. On a du pollen, on a une jolie ponte aussi. Voilà, donc on voit que la reine continue à pondre quand il y a un peu de place au fur et à mesure. C'est une ponte typique d'une reine qui est quand même assez jeune et qui sera plein pot, on va dire, pour la saison prochaine. Et ici on a un cadre avec pas mal de pollen encore et du miel. Donc moi ça me va. Bon, après il est évident qu'au moment où ils ont été constitués, il n'y avait plus grand chose à manger déjà. Et malgré tout, ça se ressent quand même. Ça se voit. Mais c'est pas mal du tout. Ça fera des beaux essaims pour la saison prochaine sans problème. Voilà. Et donc on va pouvoir ouvrir tellement calme qu'elle ne va même pas descendre. On va pouvoir, je vais ouvrir avec vous donc une colonie sœur qui a 1 mois de plus de développement. On va pouvoir la comparer ensemble. Des abeilles dans le nourrisseur, c'est qu'il doit déjà y avoir du monde. La fumée fume. Alors moi je mets systématiquement des nourrisseurs sur mes colonies, pas parce que le but est de les nourrir, mais disons que au cas où il y aurait besoin, c'est une possibilité. Je sais que je peux le faire sans avoir à ramener le nourrisseur ou autre. Ensuite, j'ai pas beaucoup d'endroits de stockage, donc ça me permet qu'ils soient sur les ruches et ruchettes en permanence. Ça me prend moins de place dans mon bâtiment. Et aussi pour l'été, je trouve que ces gros nourrisseurs-là font aussi office de protection contre la chaleur. Hein, ça fait quand même un vide, un sas, j'ai envie de dire, où la chaleur peut être
un peu localisé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut savoir que celle-ci est malgré tout sur 5 cadres encore. On a du nectar frais qui rentre. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, nectar frais. Donc ouais, je suis heureuse de voir que les lierres doivent commencer à donner un peu. Voilà. C'est calme, toujours aussi calme. Alors là, on a une jolie ponte. Je sais pas si je vais pouvoir... Je sais pas si vous avez... Tiens, d'ailleurs, il y a une reine, petite reine Jeannette qui n'a pas encore été marquée là. Voilà, qui est justement affairée à pondre. Sympa. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir constater que, malgré que cette colonie-là est un mois plus ancienne que les autres, n'a pas... comment dire, la reine a su gérer sa ponte, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Elle s'est arrêtée de pondre. Et ce qui fait que ça permet de ne pas trop peupler en abeilles, en sachant qu'elle ne pourra pas nourrir ses larves et ses filles quelque part. Et aussi ça permet, moi ça m'arrange puisque ça permet pendant les périodes de recouvain d'éviter que le varroa se multiplie sur ces colonies là. Alors je ne dis pas que c'est parce qu'on a de la jeannette qu'il ne faut pas traiter, je dis juste que toutes ces périodes où on n'a pas de couvain fermé, ou le moins possible de couvain fermé, ça va nous permettre d'éviter la multiplication du varroa. Voilà encore, là un petit peu plus avancé, on a du couvain, on a du pollen, et on a cette belle couronne de miel, voilà, qui fait que cette colonie-là n'aura pas besoin d'être supplémentée, et va pouvoir passer son hiver tranquille. Voilà ce que je recherche en apiculture. La plus grande autonomie possible de mes abeilles. Et là on est très chargé. Je vais finir asphyxié moi avec ce truc. En plus je m'en sers même pas. Je prends plus de fumée que les abeilles. Là encore, joli cadre. Miel, réserve, pollen. On a tout ce qu'il faut. C'est ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'elle puisse, alors qu'elle stocke du miel pour l'hiver, ça c'est indéniable, il le faut. Mais aussi surtout des colonies qui sont capables de ramasser du pollen et de stocker du pollen. Parce que je dirais qu'on ne fera jamais mieux que le miel pour nourrir les abeilles, mais au cas où, on a quand même le substitut qu'est le sirop. Par contre, quand on n'a pas de pollen, c'est quand même un problème, puisque même l'ajout de protéines, quelle qu'elle soit, ne permet pas de combler au même titre que ce qu'elles savent ramasser dans la nature. Donc voilà, je vous fais voir un peu comment sont ces petits essaims Jeannette là, qui seront à la vente au printemps, après vérification, marquage des reines si ce n'a pas été fait. Voilà. Je vais regarder si j'ai pas plutôt une 10 cadres ou l'équivalent à vous faire voir. Je vous trouve ça et je vous retrouve tout de suite. Alors là, nous nous retrouvons près d'une colonie que j'ai trouvée très intéressante. Pas encore ouverte là aujourd'hui. Une colonie que j'ai trouvée très intéressante parce que elle s'est adaptée. C'est une colonie qui est un petit peu nerveuse par contre, donc qui mériterait de rentrer dans le programme de sélection, parce qu'au niveau des tests d'hygiène, c'est-à-dire du pin test, hein, on perfore sans larves. Et ensuite, je reviens 6 heures plus tard, 8 heures, et le lendemain pour vérifier. Et c'est une colonie qui, quasiment 6 heures après, avait déjà sorti toutes les larves mortes. Donc c'est une colonie sur le plan hygiénique qui est vraiment top. Et qui dit hygiénique, dit aussi quelque part une colonie qui se laissera un peu moins envahir par le varroa. Alors attention, ce n'est pas une colonie VSH. Pour moi, les colonies VSH, ça n'existe pas. Si vous prenez une colonie qui n'a pas de varroa, vous la déplacez dans un autre rucher, elle se met à prendre du varroa. Donc pour moi, il faut arrêter avec ça, le VSH, ça n'existe pas.
Voilà, si vous achetez des rennes VSH et que vous ne traitez pas, votre colonie ne passera pas l'hiver. Donc pour moi, le VSH n'existe pas. Mais malgré tout, je m'intéresse beaucoup au fait que d'avoir des colonies qui soient très hygiéniques, qui vont donc éviter des maladies, j'imagine un peu la loque ou autre. Si elles ont une capacité de nettoyage, il est évident qu'elles seront, il y a moins de risques qu'elles tombent malades que les autres. Et peut-être aussi qu'on peut s'imaginer que le varroa qu'elle soit capable de détecter les quelques larves où il y a du varroa et d'en sortir quelques-unes, puisque en général, quand même, les colonies les plus hygiéniques sont celles où quand on fait des comptages varroa, il y en a le moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors. Bon, c'est coincé. Va-t-on pouvoir la visiter? Alors, je me méfie un peu parce que c'est une colonie qui est un peu plus vive, mais par contre qui a des caractéristiques qui sont très très intéressantes. Bien collé, dis donc. Voilà. Oh là 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 là. D'accord. Là, c'est quand même... Il y a quand même un peu de monde là-dedans. Waouh, 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 waouh. Il y en a partout. Alors, comment faire pour ne pas vous abîmer? Comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? C'est blindé, ça, à mon avis. C'est une colonie qui m'intéresse beaucoup et que je pourrais inclure dans mon programme de sélection. Je l'avais trouvée un peu nerveuse. Bon, il y a peut-être un mois ou deux de ça. Mais là, c'est vrai qu'elle est plutôt cool. Après, il faisait du temps orageux aussi. Donc c'est peut-être ce qui avait fait qu'elle était un peu plus nerveuse. Voilà, alors là, on a de la réserve. Miel. Pas full miel, mais quand même pas mal. Ensuite, qu'avons-nous? Wow, c'est bien collé. Ça propolis pas mal. Et là, on est encore full miel. Ah, ça, c'est une colonie qui est... Ça doit faire partie des ruches qui sont insoulevables. Enfin, pour moi, toujours. Donc, à savoir que c'est déjà une colonie que j'ai croisée et recroisée 2 fois. Enfin, une souche que j'ai croisée 2 fois. Mais c'était resté un peu nerveux. Et là, je vois que la reine a pu remplacer toute sa population. Et on a quelque chose qui est quand même bien sympathique. Et là encore, miel et pollen, pardon. Alors ici, on a un peu de ponte. Un peu de ponte. Alors c'est une colonie qui finalement a l'air d'être décalée. Vous voyez, la reine, c'est pas un gros modèle. Voilà. La voici. Voilà, donc c'est une reine de l'année d'avant, mais qui tient quand même toutes ses promesses. Je vais pas l'embêter pendant 1 heure comme ça. Hein. Je fais un petit peu le constat avec vous et puis on va la laisser tranquille, bien évidemment. Là, on a donc du couvain. Mais c'est pareil, c'est une colonie, vous voyez, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas extrêmement de couvain à cette époque-ci. Voilà, c'est-à-dire qu'on est bien sur une reine qui est capable de gérer sa ponte et de calmer sa ponte. Pourtant, vous voyez, il y a de la réserve, mais
on va dire qu'elle est en train de se préparer à l'hivernage. Et ça, c'est des qualités qui me plaisent énormément. Vous voyez là, alors ici on a encore un tout petit peu de ponte, mais on est déjà sur des réserves miel pollen. Ça, c'est une colonie qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça vaudra le coup de lui faire quelques filles pour tester la saison prochaine, au moins une trentaine de filles. Ouais, vous voyez finalement, et on a encore, je pense qu'on a 3,5 kg, 4 kg de réserve là-dessus. Donc elle n'est pas en manque pour moi. Donc on y est, on va finir, on va faire tous les cadres. Ça me dérange parce que c'est déjà bien collé. C'est déjà bien collé tout ça. Et pourtant, ce sont des cadres qui ont été déplacés il y a un bon mois, on va dire. Mais ouais. Alors à savoir qu'il y avait un peu de caucasienne dans ce croisement-là. Et on le retrouve hein, quand on voit le chewing-gum qu'elle m'a fait. Voilà. De la bouffe, et puis encore de la bouffe. Bon, bah c'est plutôt sympa. Moi, quand j'ai dans ma sélection, quand je vois des colonies comme celle-ci, qui sont assez peuplées, où la reine ne pond pas pour rien, on va dire que là, elle fait en sorte de maintenir sa population cette saison-ci, mais on voit bien qu'elle a ralenti fortement pour l'hivernage, qu'elle a stocké pas mal de réserves, et qui en plus est hygiénique, et bien elle a toutes ses chances pour pouvoir rejoindre le rucher avec les souches. Alors j'aimerais que vous descendiez un peu. C'est pas qu'elle soit agressive, mais c'est surtout que j'ai peur d'abîmer des abeilles. Voilà. Bon, bah celle-ci, il est évident que c'est une colonie que je vais rouvrir en tout début de... J'ai décalé mes cadres. Que c'est une colonie que je vais rouvrir en tout début du mois prochain pour lui enlever ses lanières varrois. Et c'est terminé. On se retrouvera selon les températures qu'on aura ici en février ou en mars. On se retrouvera en début de saison prochaine. Voilà. Alors, ça c'est pas un cadeau que vous me faites quand vous êtes toutes là comme ça. Allez, je ne voudrais pas trop écraser d'abeilles. Et donc, quand on ne veut pas écraser d'abeilles, dans ce cas-là, on essaye de poser le couvre-cadre en prenant le moins de surface possible sur la ruche. Voilà, comme ceci. Et de tourner, ce qui permet d'écraser le moins d'abeilles possible. Voilà. Voilà, ça vous aura permis de visualiser un peu le type de colonie que je recherche et que j'introduis dans ma sélection de Jeannette. Voilà. Et voici, nous nous retrouvons après ces quelques visites de colonie Jeannette. Alors j'en ai encore quelques-unes à vérifier. Bon, il est évident que moi, cette saison-ci, connaissant un peu mon cheptel, je n'ouvre pas systématiquement toutes les colonies, je ne déplace pas systématiquement tous les cadres. À partir du moment où je peux vérifier que les réserves sont là, donc j'hésite pas à les laisser tranquilles. Et dans ce cas-là, je les rouvrirai en début octobre pour enlever le traitement varroa. Voilà. Sujet épineux. Je voulais vous parler de mon choix concernant J'ai un choix cornélien à faire entre garder la Jeannette, garder l'abeille noire, garder les deux. Alors certains me diront que
les précédentes vidéos, j'avais pu laisser entendre que la noire viendrait prendre la place de la Jeannette et qu'il n'y aurait qu'un 100% de noir pour l'année prochaine. Alors c'est hyper compliqué pour moi de décider. Ça l'était déjà au tout début des vidéos. On va dire que ça ne s'est pas arrangé quelque part. J'adore l'abeille noire. Il y a aussi surtout ce côté éthique. Hein, c'est une abeille que je n'ai surtout pas envie de voir disparaître. Hein, elle nous a été transmise par nos aïeux et j'aimerais bien pouvoir la transmettre à mes enfants, mes petits-enfants et ainsi de suite. Donc pour moi, il est évident que je garde l'abeille noire parce que c'est vraiment important pour moi de garder cette génétique qui est très très adaptée à notre environnement. Mais aussi, le choix est trop difficile pour moi. Je garde aussi la Jeannette, hein, tout simplement parce que la Jeannette, alors, à savoir que la Jeannette, c'est quand même une base d'abeille noire qui a été hybridée, on est bien d'accord, hein, elle est plus noire, elle est plutôt cuivrée qu'autre chose. Mais c'est quand même une abeille avec laquelle je travaille depuis 7 ans. Depuis 7 ans, je la sélectionne, j'incorpore d'autres souches, d'autres colonies, pour pouvoir continuer à avoir une abeille qui soit quand même assez douce, comme vous pouvez le constater, mais aussi qui sache faire des réserves, où la reine soit capable de couper sa ponte quand il n'y a pas à manger. Voilà, comme vous avez pu le constater, il y a des colonies où il n'y a pas énormément de réserves parce qu'elles ont été constituées très tard, mais par contre, la reine s'est arrêtée de pondre. On se retrouve avec un demi-4 de couvain, grand maximum. Elle va pouvoir durer dans le temps un maximum jusqu'à la prochaine mielée. Et si les lierres ne donnaient pas suffisamment, j'hésiterai pas dans ce cas-là à la supplémenter. Voilà. Mais je suis heureuse et vraiment délivrée de prendre cette décision de garder mes 2 races d'abeilles qui finalement sont chères à mon cœur. L'une par éthique et parce que ça fait 27 ans que je la côtoie, l'abeille noire. Et oui, j'entame ma 27e année. Et la Jeannette, qui me donne quand même énormément de satisfaction. Dans l'ensemble, je pense que mes clients, compris des reines Jeannette et des essaims Jeannette, sont tous assez contents, voire même très contents des résultats qu'ils ont pu faire, des récoltes de miel et de la douceur de ces colonies, de leur autonomie malgré tout, hein, puisque avoir des colonies qui soient fortes, qui foncent, où la reine pond plein pot et sache faire du miel sur les cultures, ça se trouve. Maintenant, des colonies qui sachent augmenter leur volume de ponte en raison des rentrées de nectar et d'être prêtes pour les grandes mielées, c'est déjà un peu plus compliqué, hein, à savoir que la plupart des hybrides, je dirais, de compétition, sont surtout des abeilles qui sont faites pour être sur les grandes cultures, colza, tournesol et autres. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je ne suis pas là pour dire du mal de quelque apiculteur ni de quelque autre race d'abeilles. Je dis juste que moi, la Jeannette, telle que je la sélectionne, va pouvoir faire une récolte sur une culture sans problème, mais va aussi pouvoir se débrouiller en forêt. Va garder quand même l'autonomie de la noire et est capable de se suffire de ce qu'elle trouve, des bruyères et autres, d'un tas de fleurs que l'abeille noire a, j'ai envie de dire, quelque part dans son disque dur et connaît depuis des milliers d'années. Donc voilà la raison pour laquelle je garde les 2 races d'abeilles. Pour les gens qui vont me poser la question, je n'en doute pas. Pour la saison 2026, il y aura des reines Jeannette à la vente ainsi que des essaims Jeannette hivernés, de ceux que vous avez pu voir aujourd'hui. En ce qui concerne l'abeille noire, il n'y aura pas d'essaim de printemps en abeille noire, puisque j'ai fait l'acquisition de nouveaux terrains et donc j'implante de nouveaux ruchers en abeille noire
et j'ai besoin d'avoir un maximum de colonies noires qui seront par la suite des souches et ensuite aussi des ruches à mâles. Voilà, donc je vais avoir environ 4 ruchers de fécondation en abeilles noires pour l'année 2026 et donc il me faut beaucoup de colonies à mâles. C'est la raison pour laquelle je ne vendrai pas de dessins de printemps en abeilles noires. Par contre, j'aurai quelques essaims de saison courant juin. Alors ça fait peut-être un peu tard pour certains, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je garde de la génétique pour pouvoir faire mes fécondations. Et par contre, comme pour la saison dernière, il y aura des reines noires à vendre. Les disponibilités, alors il faut les commander dès maintenant déjà, puisque les réservations ont déjà commencé. Je dis toujours, je ne prendrai des réservations qu'au mois de janvier, mais les clients sont tellement pressants. Et puis, bon, il y a des gens que je connais depuis quand même quelques années maintenant. Je ne me vois pas dire rappelez-moi au mois de janvier, donc je note leur commande. Et donc, pour une première livraison aux environs du 15 mai. Je préfère prendre un petit peu de marge d'erreur, puisqu'on ne connaît pas la météo du printemps 2026. Il suffit qu'on ait un temps pourri et ça va tout décaler. Donc, pas de vente de rennes de saison avant le 15 mai. Voilà. Et ça s'arrêtera aussi bien pour la noire que pour la Jeannette. Je ne céderai pas de nouvelles reines après la fin juillet. Voilà. C'est trop compliqué pour moi après de gérer des fécondations en août ou en septembre. Donc je commence à fournir des reines aux environs du 15 mai et j'arrêterai fin juillet par là. Voilà. Donc encore un épisode où j'ai pris grand plaisir à passer du temps avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me parler un peu de ce que vous aimeriez voir ou de ce que vous aimeriez que je vous parle ou de ce que vous aimeriez que je vous filme. Parce qu'il n'est pas évident pour moi de savoir ce qui vous plaît réellement, ce que vous recherchez. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou sur des choses que je pourrais améliorer. Je débute ces vidéos, moi ça fait moins de 3 mois que j'ai débuté ces vidéos. Et je n'ai pas le recul suffisant pour juger de si ce que je fais est bien ou peut-être un peu moins bien pour certains. Je ne plairai pas à tout le monde et j'ai pas l'intention de changer totalement, mais s'il y a des choses que je puis améliorer un petit peu, dans ce cas-là, j'essaierai de le faire. Voilà. Cet épisode pardon, est à présent terminé et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, bye bye. Et recoucou. Je prends quelques secondes supplémentaires pour vous dire que je viens de finir le tour de ce rucher. Et donc, il s'avère que sur 42 colonies, il y a exactement 5 essaims que j'ai supplémentés avec un peu de sirop. Donc, ce qui fait un pourcentage quand même très faible. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous emmènerai voir ces mêmes colonies, c'est-à-dire ces mêmes souches, dans un rucher qui est bien plus mellifère. Et vous verrez, c'est autre chose en termes de réserve. Voilà, gros bisous, bye bye.